Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good, à regarder, on l'a déjà dit, en chaussettes ou carrément pieds nus. Bref, on va toujours, comme d'habitude, vous proposer un condensé de good news. On va vous parler bouquins, nouvelles, high-tech, réalité virtuelle, yoga, oui, tout ça. Car On fait Salon, c'est maintenant. Alors, pour cette spéciale où on va vraiment zoomer entre la réalité virtuelle et la littérature, pour nous accompagner, j'allais dire pour nous guider, on va accueillir un invité que j'imaginais, avant de vraiment creuser sa personnalité, à mi-chemin entre une sorte de Spirou casse-cou croisé avec un tueur issu des meilleures pages de Chandler. Un qui mitraille à tout va, qui dézingue avec les mots, pour toucher juste, pour nous montrer ce qu'il reste, cru et nu, une fois que tout est réglé, mais c'est plutôt sympa au final. Et en plus, comme prédestiné, ses initiales, VR, et il a fait un film en réalité virtuelle, une autre forme d'écriture. Ravalek, Vincent Ravalek, fait salon avec nous aujourd'hui. Vincent, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil. Bah écoute, c'est un plaisir pour nous aussi, on est très contents. Alors comment tu vis cette période en tant qu'auteur? Est-ce que tu fais partie de ces auteurs qui vivent un peu reclus et qui se plaisent chez eux à écrire et travailler, ou tu es plutôt un auteur mondain qui sort dans le tout Paris et la période actuelle? Non, alors, moi malheureusement je suis pas mondain, pour une raison un peu idiote, c'est que je bois pas d'alcool, donc quand vous buvez pas d'alcool, ça jette un froid, et comme j'ai pas envie de jeter un froid, du coup je m'abstiens. Sinon, non, je peux pas dire vraiment que le confinement m'a affecté parce que je suis déjà effectivement pas mal confiné du fait que j'écris. Et puis en plus, j'ai pu bouger parce que comme j'ai continué à faire des films, en fait, j'ai pas vraiment été cloîtré. Malheureusement, comme certains, je pense, l'ont très mal vécu dans des petits apparts à Paris. Et encore pas toujours. J'avais une copine ce matin qui a vécu ça comme un enchantement, en fait, d'aller pouvoir se promener sans qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues, Le enfin, voir qu'il y ait calme, cette oui. personne. Et bien, en plus, tu Donc, as une actualité assez, on va dire, assez chaude avec tous les livres qui sortent ou qui ressortent. Et surtout, là, depuis 2 jours, on a vu que tu étais sur la shortlist du Goncourt des nouvelles. Oui, je t'ai perdu? Non, je qui, dis, moi? oui, toi. Non, non, moi je suis là. Oui, Non, non, oui, je suis là. c'est toi qui es sur la shortlist du Goncourt des nouvelles. Oui, oui. Aussi, oui. Alors, écoute, non, non, non seulement c'est moi, mais c'est une très bonne surprise. Comment dire, pour différentes. Déjà, c'est un gros recueil de nouvelles, c'est l'intégrale de mes nouvelles, donc c'est un livre dont je ne suis pas peu fier parce qu'il fait tout de même 1800 pages, il y a 30 ans de nouvelles dedans. Ah oui, Donc, moi j'écris beaucoup, donc quand on écrit beaucoup, en fait, on ne peut pas tout réussir, d'autant plus quand on expérimente un peu des genres différents. Donc, par exemple, en ce moment, je suis en train d'adapter un roman que j'ai écrit il y a longtemps en bande dessinée, et je me dis, mais putain, mais comment j'ai pu écrire une bouse pareille, quoi. Je veux dire, je trouve le roman raté. Et là, mes nouvelles, je les ai relues, et vraiment, j'en suis très, très fier, quoi. Je suis très content de ce livre. Du coup, et des nouvelles, c'est un peu ingrat parce qu'il n'y a pas un public forcément très très vaste. Les éditeurs rechignent à les publier. Là, Le Diable va faire a fait un gros effort en fait en publiant cette intégrale. Donc le fait que je sois dans cette shortlist, c'est assez rare que je sois sensible aux honneurs, mais là c'est vrai qu'hier soir je ne me sentais plus quoi. tu te sentais plus. Euh, Les lecteurs aussi, je te rassure. Alors, bon, alors justement, on va voir tout ça avec Stig. On va s'intéresser aussi, on l'a dit, à tout ce qui se passe en VR. Et notamment, tu as réalisé un film en VR qui s'appelle Fan Club, dont on va parler abondamment. Mais tout de suite, je te présente l'équipe avec qui on va faire salon pendant une petite heure. Bonjour Marie-Rose, comment vas-tu? Bonjour, Comment vas-tu? très bien. Très bien? Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième chakra, le chakra du cœur. D'accord. On va retrouver aussi Jia qui va nous parler de techniques de réalité virtuelle de Ouais, on va cinéma. parler. On va parler de la VR et du cinéma dans l'ensemble. Parce que Mm, c'est très très vaste et il y a quand même pas mal de choses bien bien sympas de ce côté-là. d'accord. On t'attend avec impatience tout à l'heure aussi pour toutes ces petites astuces, ces bons plans et cette actu. Marjorie, Pimous, Oui, bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, bibliothécaire de choc et twitcheuse de l'extrême.
Euh, Tu vas nous parler Aujourd'hui, je vais parler plutôt de bibliothèque. Je Ouais. vais parler de mon boulot et de la VR dans mon métier. vers dans ton métier, comment ça se décline dans le monde de la bibliothèque, Ouais. les gamins, et puis un petit peu les escape games en VR. Et un petit peu les escape games. D'accord, bah écoute, on va regarder tout ça aussi tout à l'heure. Bah, tout de suite, je te propose, Stig, qu'on prenne, On qu'on parle voit livre. avec toi dans ma bibli, ouais, on va parler bouquins, puisque Vincent Ravalec est quand même connu aussi, surtout pour ses nouvelles, Au départ, au pour ses départ, romans, pour ses ses romans nouvelles. et ses nouvelles au départ. Donc, bah vas-y, je te laisse ouvrir la Ok. voie. Donc, je vais représenter un petit peu Vincent, donc, qui est de 1962, de la même génération que moi environ. Et je lis ses romans depuis les années 90. Je les suis avec ferveur. Ils remplissent bien un rayon entier de ma bibliothèque. J'en ai plein sur mon bureau. Vous voyez, je peux vous en montrer tout un paquet. Là, ils encombrent mon bureau, mais c'est un plaisir. Regardez. Là, on a les vieux, comme ce gros pavé punk, ce gros pavé rose là, qui est génial, s'appelle l'effacement progressif des consignes de sécurité. Et je voulais en parler maintenant parce qu'avec un titre pareil, alors qu'on est juste au bord du déconfinement, je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est un parallèle agréable et évident. Enfin, agréable, espérons. Ce joli-là, ce joli-là qui est sur les personnages, héros et personnages et magiciens. Enfin, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais là, je vais faire un petit panorama déjà. Donc, du coup, le gros pavé qui vient de sortir, qui est l'édition intégrale des nouvelles qui sort au Diable Vauvert, enfin qui est sortie tout récemment au Diable Vauvert et qui regroupe en 1800 pages 120 nouvelles de Ravalec, dont 15 inédites, et préfacé par Bec BD. Alors Bec BD nous dit, enfin il traite les lecteurs de Ravalec d'ingrats, d'amnésiques, et je pense qu'il a pas tort quelque part, parce que si on a lu, on s'est jeté sur tous les livres de Vincent depuis le départ sans jamais perdre une miette, on n'a peut-être pas réalisé à quel point c'était un écrivain incroyable et qui était en train de créer une œuvre de cette ampleur. On l'a pas spécialement assez défendu. On était peut-être un peu trop hilar, un peu trop stone, un peu trop relax. Et du coup, lui-même ne se prenant pas tellement au sérieux, il est resté comme un auteur qui était un peu en marge, tout en étant pourtant très édité. Hein. Les éditeurs, eux, ils ont l'œil, hein, donc ils ont jamais raté une publication. Vincent raconte d'ailleurs de manière assez rigolote comment il a fait publier son premier roman. En allant voler quelques feuilles en tête dans un bureau chez Antenne 2 à l'époque, je crois. Et c'est raconté dans Nouvelles. On y retrouve un sommaire impressionnant avec dedans. Donc on a rassemblé les livres qui étaient parus en 90-2000, Un pur moment de rock'n'roll, Les clés du bonheur, Vol de sucette, Recette de bâton, Les dangers des courants électriques, La vie moderne. Tout ça, c'est la partie jusqu'à 2000. Je peux vous en montrer quelques-uns. Bon, mais là, moi, j'ai des éditions de poche, mais c'était Un pur moment de rock'n'roll, Ah oui. Vol de sucette, La vie moderne. Tout ça La vie moderne, très sympa. J'étais en train de le relire hier. Ça démarre très bien. Vincent, est-ce que tu as le sentiment d'être un auteur qui n'a pas été assez reconnu parce qu'il ne se prenait pas assez au sérieux? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Écoute, c'est un peu variable. Déjà, je pense que j'espère que ma vie artistique n'est pas terminée. Là, si tu veux, le fait, par exemple, d'avoir un gros livre qui sort et qui rassemble toutes mes nouvelles, c'est déjà une consécration suffisante. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est pas tellement les honneurs ou les prix, c'est de pouvoir, en fait, ce qui est très difficile pour un artiste, c'est d'une part, entre guillemets, ce qu'on appelle percer, mais après, c'est de durer. Et après, pour durer, soit vous creusez un sillon, par exemple, je sais pas, Scorsese, il a toujours fait des films de mafia, quoi. Oui, il a toujours fait Scorsese, oui, oui. Et moi, j'ai essayé, moi, mon gros truc, c'est d'arriver à durer, et à durer en continuant des explorations artistiques un peu différentes et avec des médias différents. Donc, pour l'instant, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça fait 30 ans que j'arrive à gagner ma vie avec juste mes petits délires. Bon, je préfère regarder les choses du côté plein. Après, avoir beaucoup de succès, ça peut être aussi un handicap. Hein.
Je sais que Philippe Dian, par exemple, avec qui je suis copain, le succès de 37.2, ça a eu des bons côtés. Ça peut aussi ça peut vous enfermer aussi Dans des dans cases des où on ne peut plus en attentes, dans des sortir et cases. ça nous bloque. Ouais, donc voilà. Mais là, D'accord. par exemple, je suis très content d'être dans la shortlist du concours. Et, Oui. bah, Et je est-ce pense que qu'il faut juste le milieu, quoi. si jamais tu le décroches, ce que j'espère, eh ben, est-ce que tu nous écriras une nouvelle un peu comme celle que tu as écrite quand tu as reçu le prix de Flore et qui est si rigolote, quoi, qui est tellement décalée, surréaliste, où on te voit entrer dans cette espèce de cocktail mondain pour recevoir le prix et être complètement perdu là-dedans. Là, ça serait forcément très différent puisque beaucoup de temps a passé, mais ça serait tellement drôle de le lire aussi. Bah écoute, figure-toi que c'est déjà fait parce que je suis en train d'écrire un roman qui va être mon premier journal intime. Ça s'appelle Journal intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. Et donc, comme si tu veux, ça tombe en plein dans le confinement et que j'attends, j'ai démarré le livre bien avant, mais il va y avoir un petit épisode sur le confinement et qu'il va y avoir ce truc du Goncourt que je vais corréler à d'autres aventures qui m'arrivent. Donc oui, évidemment, je vais en parler, que je l'ai ou que je ne l'ai pas en fait. Alors justement, à ce sujet-là, Fan Club On fait salon nous dit qu'un bon écrivain n'est pas forcément, reconnu comme bon écrivain en fonction des honneurs qui lui sont attribués ou pas. Donc il va dans ce sens-là aussi sur le chat. J'en profite et je vous précise, surtout au niveau du chat, n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement à Vincent. Voilà, Stig, je te laisse reprendre. Eh ben, pour moi, en conclusion de pour résumer ce qu'on trouve en début de nouvelles et qui, pour moi, est la réussite que tu as et qui est détachée du star system et ce genre de choses, c'est que tu as réussi à écrire exactement ce que tu avais envie de lire. Et ça, c'est pour moi, tu l'as dit à un moment je sais plus si c'est dans un interview ou dans une des nouvelles, mais c'est quelque chose qui pour moi fait sens, dans le sens que tu as réussi à écrire ce que tu avais envie de lire, tu l'as fait avec un ton qui est vraiment original et qui est quelque chose de novateur, et tu as influencé plusieurs écrivains. Je trouve que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais avec BD, quand il dit que tu as créé quelque chose qui est de l'ordre du post-naturalisme et que quand on veut aussi parler de ça, on parle de Houellebecq ou de Despentes, mais en fait, c'est toi, avec ton écriture au départ, qui a semé les graines de cette tendance. Donc, sur Nouvelle, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce qu'on a la couverture pour la montrer peut-être? Quelle Couverture du roman, du recueil, de oui. l'édition intégrale Oui, des oui, oui, nouvelles. on l'a déjà mise tout à l'heure, on la remet. D'accord, remettons-la un petit Mais alors, il n'y peu. a pas Elle que est au ça diable aussi. Vauvert. On a aussi un bouquin actuellement sur la ayahuasca. Oui, en fait, il y a la réédition de Plantes et chamanisme, donc qui était une conversation autour de l'ayahuasca et de l'iboga, qui est paru chez Mama Édition, qui ressort là avec une mise à jour, puisque ça fait 10 ans que c'était paru. Donc là, c'est réuni une nouvelle fois après 10 ans pour partager des points de vue. Il y a Yann Kounen, il y a Vincent Ravalec et il y a Jérémy Narby. Donc, est-ce que Kounen, il y a besoin de le représenter? C'est un cinéaste qui a commencé par Doberman, mais qui Ouais. a fait des films comme Blueberry. C'est ça, c'est surtout Blueberry et puis son expérience en VR sur justement sur l'ayahuasca. le en monde fait, de l'ayahuasca. Ouais. il a quand même aussi fait des films plus mainstream comme Coco Chanel, des choses comme ça. Pour autant, là, effectivement, on est vraiment sur un thème chamanique. Et Jérémy Narby est aussi quelqu'un qui a écrit un livre vraiment fondateur qui s'appelle, traduit en français, c'est Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir. C'est un livre qui a été publié dans une quinzaine de langues. Et donc, leur conversation à tous les trois se repenche sur pourquoi ils ont fait ça au départ. Est-ce que c'était judicieux de partager ce savoir initiatique et à quoi ça pouvait amener, quels étaient les bénéfices et les risques de parler de ça. Et donc, c'est un livre sur lequel ils vont partager tout un savoir ancestral et des pratiques qui ont évolué et qui se démocratisent aussi en Occident, et voir ce que ça recouvre. Sachant que Vincent traite beaucoup ça de manière fictionnelle aussi dans ses nouvelles et dans ses
dans ces romans. Donc là, c'est sous la forme de discussions autour de pratiques plus réelles. Alors, l'ayahuasca, Vincent, justement, puisque toi aussi, c'est un sujet pour toi aussi, par rapport aux autres auteurs dont on a parlé, est-ce que c'est quelque chose qui a sa place dans nos cultures, tout simplement, pour toi? Bah, je pense que ce qui caractérise une culture aujourd'hui, c'est la mondialisation et le partage et l'échange. C'est ça, je pense que la mondialisation a beaucoup de désavantages. Il peut y avoir des effets rebonds. Bah là, la preuve avec, on avait déjà été sujet à des épidémies, mais une épidémie mondiale comme ça d'un seul coup, c'est Aussi probablement la rapide, oui. première fois que ça arrive, aussi rapide, Totalement, c'est la avec une caisse de mondialisation. résonance médiatique. Bon, ça, je pense que ça peut faire partie des mauvais côtés de la mondialisation. Après, les échanges culturels au-delà de la culture même, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et j'avais lu beaucoup de choses adolescent parce que c'était aussi ma génération. Il n'y avait pas que le rock, mais il y avait aussi tout comment dire, un espèce de parfum de New Age qui était là. Il y avait la revue Planète, un livre qui s'appelait Le Matin des Magiciens, enfin, qui a emmené sur beaucoup de directions en fait, d'introspection, de recherche de conscience. Et je me suis aperçu en voyageant que, en fait, on peut avoir des regards sur le monde qui sont complètement différents du sien, quoi. Mais même si on n'a pas la même grille de lecture? Oh bah, alors là, pour, euh, pour ce qui est du sujet précis de l'ayahuasca, il y a deux choses en fait, deux choses qui sont, je pense, différentes. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et là, pour le coup, je pense pas trop me tromper. Vous avez d'une part l'ayahuasca quand elle est immergée dans un milieu culturel et qui s'est structurée avec comment dire, une façon de la vivre, de la ressentir et aussi avec un certain nombre de fonctionnalités. Mhm. Et puis vous avez l'ayahuasca en tant que tel, qui est tout de même quelque chose d'opérant, qui vous soyez, et encore qu'il y a des gens qui ne ressentent pas l'ayahuasca. C'est un psychotrope qui est extrêmement puissant, mais il y a des gens qui restent réfractaires et qui ne sentent rien. Moi j'en ai vu, malgré l'importance des prises qu'ils prennent, quoi. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, si vous prenez de l'ayahuasca et que vous y êtes sensible, que vous soyez en Amazonie ou pas en Amazonie, ça va vibrer différemment parce que vous allez être immergé dans tout comment dire, un langage suprasensible qui va être singulier et qui va être particulier à cette région du monde et à la manière dont les gens en prennent aussi. En fait, l'ayahuasca fonctionne beaucoup. Quand ça a été découvert, le premier nom que ça a eu par des Occidentaux, ça s'appelait la télépathie. Parce qu'en D'accord. fait, vous avez des phénomènes réellement de communication d'esprit à esprit. Donc, si vous en prenez en Amazonie, vous allez vous connecter avec des gens qui ont l'habitude d'en prendre en Amazonie et qui sont connectés à la jungle, par exemple, ce qui est complètement différent. Mais Oui. si vous en prenez ailleurs, vous avez tout de même un travail sur vous qui est aussi très intéressant, quand Donc on même. n'est pas obligé d'être dans le monde de Castaneda pour vivre quelque chose de vrai avec ce genre j'allais dire, de support de médium. Non, non, bah, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi il me semble, c'est comme ça que je vois le monde moderne en fait, c'est que vous avez tout de même un panel de possibilités, je veux dire sur tous les plans, quoi. Vous avez un accès au savoir scientifique, à la culture, à l'art, mais aussi à des traditions comme ça. Et c'est à vous, je veux dire, de manière adulte en fait, de savoir qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez progresser avec. Et je pense qu'on est arrivé dans un âge plus adulte du monde. Donc, et c'est comme ça, moi, en tout cas, que je le prends. Une question sur Internet pour toi, alors pas liée à l'ayahuasca, mais au monde de l'écriture. Pensez-vous que le coronavirus va créer de nouvelles vagues de création chez les écrivains? Titrax, Fifrax qui te pose cette question. Est-ce que tu Euh, t'imagines une nouvelle vague de littérature? Bah alors, ce qui est tout à fait problème, c'est qu'on va avoir pléthore de livres sur le sujet. Ça, c'est un peu. Est-ce que ces livres, en fait, vont être sous-tendus? Je sais pas, par exemple, on peut imaginer par une espèce d'angoisse de fin du monde qui va se potentialiser, ou des réflexions inédites et que ça va faire un peu corps et qui va en naître une école. C'est bien malin qui pourrait le dire. Vraiment, j'en sais absolument rien. Je sais pas. Après, faut voir aussi, on est dans une époque où on vit les choses de manière très intense et parfois un peu hystérisée. Si ça tombe au mois d'octobre, on sera peut-être déjà dans d'autres problèmes. Oui, ça va Et on vite, aura hein, il y a une besoin de accélération. réflexion, quoi. Mais au-delà des livres sur le coronavirus, il y a aussi, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient d'un moment bah, justement pour pouvoir se concentrer sur ça, etc. Des gens qui ont bah, d'autres choses à faire de leur vie quotidienne et qui du coup voulaient utiliser ce confinement bah, pour le mettre à profit pour des procédés créatifs.
Et il y avait à la fois ça et en même temps la pression du fait il faut absolument utiliser ces assistants pour qu'ils soient productifs. Productif. Ouais, et du coup, c'était un peu un entre-deux. Je sais qu'il y a des gens, voilà, moi j'ai des gens dans mon entourage, etc., qui veulent mettre ce temps à profit pour justement créer, écrire, etc. Et d'autres, justement, qui sont coincés aussi par cette obligation créative. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le sujet, mais Si. Bah, si, je crois parce que moi, comment dire, j'anime des formations autour de l'écriture, notamment une pour des scénaristes qui veulent devenir écrivains. Et donc, ça a tout de même été un peu un choc les premières semaines, parce que les gens étaient un peu frappés de stupeur. Donc, ce qu'on aurait pu penser comme une bulle créative était aussi parasité par des trucs anxiogènes, par aussi le quotidien qu'il fallait gérer. Donc, c'est pas, je pense qu'il va y avoir des réactions assez diverses, à mon avis. Oui, totalement. Pas vraiment une retraite, ça peut être un effet de bulle et avoir un petit peu un côté comme un monde enchanté, débarrassé de présence humaine, mais il y a quand même la présence de ce danger et les morts qui s'accumulent, qui font que c'est difficile de créer dans un moment pareil aussi. Alors, c'est un challenge. Stig, un dernier point peut-être sur la partie livre que tu voulais évoquer. Bon, ben, je veux juste rappeler donc la sortie au Diable Vauvert du gros recueil de l'édition intégrale des nouvelles de Vincent Ravalec. Il y en a 120, donc 15 inédites. Il fait 1800 pages, il vaut 30 € et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, mais chez Place des Libraires en ligne, si jamais on veut l'avoir sous forme e-book aussi, par exemple. Et donc la réédition chez Mama Édition de Plantes et chamanisme, conversation autour de l'ayahuasca et l'iboga par Kounen Ravalek et Narbi, et 2 lectures qui vont vous occuper pendant un moment et qui sont de vrais plaisirs. Alors, sur la partie livre, je te remercie. Vincent, moi j'avais une dernière question. Tu nous disais que tu écrivais beaucoup. Est-ce que tu t'astreins à un rythme, genre écrire la nuit ou écrire le matin, ou est-ce que tu t'écris quand l'inspiration est là et à ce moment-là, tu dois tout arrêter et tu plantes tout et tu te mets à écrire? Comment ça se passe? Quel est ton rythme, ta manière de faire? Bah, écoute, mon vieux, je vais te faire une réponse malheureusement beaucoup plus terre à terre. C'est que moi, je bosse comme un taré, j'écris tout le temps, quoi. D'accord. Donc, parce que je suis un pauvre vieux qui essaie de survivre dans un monde hostile. Donc, le matin, j'écris un bout de roman. À midi, j'écris un scénario. L'après-midi, j'écris un autre scénario. Et j'ai réécrit un bout de roman le soir, quoi. D'accord, donc il n'y a pas d'ordre ni de séquence. Non. Quand tu peux, quand tu y vas sans arrêt en fait. Ouais, et puis si tu veux, moi, j'ai vraiment aucun problème d'inspiration. C'est l'inverse, en fait. Donc, j'ai pas. Je manque de temps en fait pour écrire tout ce que je dois écrire. D'accord, oui, donc c'est plutôt simple comme ça. Si vraiment le dieu comment dire, des écrivains voulait me rendre millionnaire du jour au lendemain, je pense que j'écrirais plus que de la poésie et ça me suffirait très bien. D'accord. Je te remercie. Tout de suite, on va voir Jia. Après, on va continuer sur la partie VR. Jia, tu voulais nous parler, toi, du rapport entre la VR, le cinéma. Oui. On a quand même la chance d'avoir un grand cinéaste VR, un professionnel du milieu avec nous aujourd'hui, donc il faut quand même rendre hommage à ça. Et donc la VR, en fait, on s'en sert beaucoup, enfin on connaît beaucoup pour avoir des expériences de jeu ou des expériences d'immersion, ce genre de choses. Mais en fait, la VR est aussi intéressante parce que ça permet d'avoir un grand cinéma chez soi sans vraiment avoir le grand écran. Vu qu'on a l'écran collé aux yeux, eh bien, ça permet d'avoir pas mal de sensations sans aller physiquement dans une grande salle de cinéma. Et donc, il y a plusieurs expériences qui ont été faites. Bon, l'expérience n'est pas la même. Je préfère quand même être devant le grand écran, mais la VR offre quand même pas mal de possibilités par rapport à ça. Et donc, du coup, des studios de ciné se sont emparés du truc. Et je voulais juste vous parler c'est une plateforme. C'est une plateforme qui s'appelle Big Screen VR. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Est-ce que vous connaissez Non. Ok. Non. Alors je vais faire un truc. Je vais partager mon écran. Waouh, partageons. Ouais, je vais partager mon écran. Alors où est-ce qu'il est, Non. Alors c'est peut-être pas la bonne vidéo. Non. Alors. On va y arriver, petit trou normal, mais on va y arriver là-dessus. Je pense avoir mis le bon. Alors, je recommence. Mais c'est vrai que dans la période actuelle, ça a quand même du bon de pouvoir se retrouver immergé dans un cinéma
puisqu'on ne peut pas aller dans les D'accord. salles. Alors là, oui, donc ça y est, on Vous voit voyez ta là? présentation. Oui, Voilà, donc en fait, il s'agit de Paramount qui a plus ou moins en fait lancé avec un autre partenaire cette plateforme qui s'appelle Big Screen VR. Et donc, on peut aller regarder des films dans son casque VR en payant un petit ticket comme si on allait en salle. Et donc, ça coûte 4 dollars. Je ne sais pas si en France c'est lancé ou pas, ceci dit. Et ça nous permet en fait de regarder des films à grand spectacle en choisissant notre environnement. c'est Donc, on peut sympa. par exemple regarder Star Trek dans un vaisseau spatial. Ou sur la Tatooine, On oui, c'est peut super sympa. voilà, et donc on peut choisir ses films. Et si on veut regarder avec des copains ou la famille, eh bien eux aussi peuvent prendre un ticket et regarder ensemble le film. Et donc on peut communiquer pendant qu'on regarde ces mêmes films ensemble. Donc on a plus ou moins l'expérience du cinéma, mais à la maison avec son casque VR. Donc moi je trouve ça Et avec des copains qui peuvent partager en même temps le film. voilà. Et donc ça, c'est compatible avec tous les casques sur le marché. Donc Oculus Rift, HTC Vive, Steam VR, Windows Mixed Reddit, Reality. ouais. Enfin, bon, si vous avez un casque, c'est possible de faire ça. Donc toujours côté cinéma. Ouais, Ouais, t'en as un, c'est un lequel petit peu. celui-là? C'est le Mixed Reality, le Windows. Ah d'accord. Voilà. C'est le nouveau modèle. En Bah, il fait, a je 2 ans? connais Non, que. non, il est vieux celui-là. Ah ok, 1440 d'accord. CHP. Bon, voilà. Ok, ouais, c'est bien. Mais bon, on en a tous ici, là. Alors oui, donc, autre Alors, piste. autre piste. Alors là, on va parler que du casque sur la PlayStation 4. C'est le D'accord. PSVR. C'est en fait, alors j'ai pas les chiffres, mais il me semble que c'est le casque le plus vendu parce qu'en fait, c'est celui qui est avec la plateforme PlayStation 4 et ça permet d'accéder à la VR sans avoir besoin d'avoir un énorme PC et puis tout tralala et puis Mhm. il coûte pas trop cher par rapport aux autres. Et donc le PSVR, en fait, l'intérêt, alors là, je vais faire ça. Alors le PSVR, en fait, il permet surtout de regarder des films Blu-ray en 3D parce que la PlayStation 4 est un lecteur Blu-ray. Et Et à la donc ça puissance permet pour en fait, gérer ça, à la puissance de calcul pour gérer ça en affichage sans trop de soucis. bah oui, en fait Ouais. c'est comme alors donc comme le PSVR en fait est branché directement sur la PlayStation 4. Du coup, vous mettez un Blu-ray 3D dans la console, ça le lit et vous pouvez le regarder directement sans avoir la télé en 3D et les lunettes, les machins, les trucs comme ça. Donc ça permet en fait d'avoir toute une bibliothèque de Blu-ray qui vous permettent de vous évader au niveau du cinéma avec ça. Donc ça c'est vraiment le bon plan du truc, quoi. C'est pas seulement pour les jeux sur la PlayStation 4. D'accord. Ouais. Bah écoute, Il y a des sympa. gens qui ont une PlayStation 4 ici? Non. Personne? Non? Personne. Non, bah voilà, c'est Et réglé. pourtant, Ok, d'accord. Vincent? Bon, hop, on Et zappe. il faut compter Nous, on a combien tout. pour un masque? Ah, Vincent, tu disais que t'as tout? Bah, nous, en fait, on a un studio VR, donc on fait aussi des films corporate à côté. Donc, Ouais. moi, je suis pas forcément. gamer, mais mon fils, avec qui on fait de la VR, lui, il a la PlayStation, bien sûr. Oui, c'est une affaire de Ouais, famille, la VR, on en parlera Oui. aussi, mais c'est VR Family, en effet, oui. ouais, et c'est bien, c'est bien. Et puis donc là, C'est à avec les partir sorties, de quel âge, pardon, la à VR? partir de quel âge? Tu veux dire la Non, VR en Ah, général? non. Ouais, Alors, la VR, pour les normalement, c'est enfants, 12 ans. 12 ans. Enfin, recommandé par les services de santé, c'est 12 ans. Parce que ça peut perturber la croissance, Voilà. tout ça. Enfin, ça peut perturber Très les bien. sens Ouais, ouais. des plus C'est vrai jeunes. que- Après, il y a certains appareils de VR qui sont à partir de 7 ans, mais ça reste sur temps très très limité. Je vais en parler après. Tu nous parles de tout ça juste après JA, justement. Ouais. 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 Donc, justement, alors on va parler de. C'est très bien qu'on parle du milieu professionnel parce que là, en fait, on va parler de la Rolls des casques virtuels. Donc, celui-ci, alors il n'est pas disponible pour le grand public, malheureusement. Alors, je vais refaire un share screen. Oh, j'adore la technologie. Et ça marche. Vous voyez là? Oui, oui. Alors ça, Ouais. ça c'est un truc qui n'est pas disponible pour le grand public. C'est le Star VR. C'est que pour les professionnels. C'est le casque qui vous fait en fait un panorama
complet de votre angle de vision, de votre champ de vision. C'est-à-dire que sur les casques VR à l'heure actuelle, quand vous regardez sur les côtés, vous avez toujours en fait un petit espace noir. Oui, qui est Et limité. Oui, l'angle de ouais, vision est plutôt limité. C'est un des problèmes de nos casques actuels, ouais. ouais. Et celui-ci, donc le Star VR, prend en charge tout votre champ de vision. En plus de ça, il a une fidélité de couleur qui est assez monstrueuse. En plus de ça, il y a aussi, vous savez, quand vous approchez, quand vous avez un écran vert, vous avez souvent en fait ces tramages parce que vous êtes très très proche parce que l'écran est très proche de votre œil. Et bien sur ce casque-là, la définition est tellement fine que vous ne pouvez pas le percevoir. Et Donc il doit coûter une c'est blinde. Et ouais, ça coûte une blinde. oui, il coûte, Il survit quand même. Hein. il coûte la Et donc bagatelle sur ça, Tu sais le prix? alors ça, donc ça forcément, donc pour l'instant, c'est fait pour les professionnels qui veulent faire de la formation. Ah oui, il y a aussi du eye tracking aussi. Donc ça peut aussi détecter là où vous regardez pour pouvoir en fait diriger ou faire des interactions là où vous voulez en fait là où vous regardez. Comme sur la VR, vous avez pas, si vous avez des manettes, vous pouvez en fait diriger l'interaction sur les points où vous voulez. Mais c'est souvent un petit peu long. Mais là, le fait de détecter avec l'œil ce que vous regardez, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, le prix de ce casque-là ce casque ne coûte que la modique somme de 3 800 €. Franchement, c'est pas cher. Hein. Ça va. Mais Tu l'as aussi, Vincent, ce casque? Non, mais en Pas fait, encore. je connais bien Star VR parce que quand on a fait le pilote de Fan Club, ils faisaient leur Oui. bande démo juste à côté de nous, en fait, chez une boîte qui s'appelle Small. Ils étaient en montage. Donc, d'accord. et moi, ce que j'ai dû voir, c'est la première version du casque. Justement, je me demandais ce qu'ils étaient devenus. Est-ce qu'ils avaient arrêté? Mais en fait, ils ont continué à développer leur truc. Et leur positionnement, c'est de faire un casque haut de gamme, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, continuez. Non, juste un truc, c'est qu'en fait, le problème de la VR aujourd'hui, c'est que c'est pas fluide parce que la techno est pas au point. Mais quand les casques vont arriver à ce niveau-là, là, ça va totalement décoller dans le grand public. C'est clair. Oui, totalement. Bah, en fait, le Star VR, en fait, je les suis depuis un moment déjà. Et en fait, au début, ils étaient partis sur un casque justement qui pouvait, sur ces écrans hyper larges pour la VR, donc qu'on pouvait regarder des films ou être en immersion complète. Et en fait, ils ont retardé le projet parce qu'ils ont rencontré des problèmes d'investissement probablement ou de public. Et un casque comme ça, ils ne pouvaient pas le proposer non plus à pas cher. Et vu que la qualité en fait des casques grand public était de mieux en mieux, eux, il fallait qu'ils le fassent mieux. Et en fait, aux dernières nouvelles, ils sont maintenant à Taïwan. Là où t'es? En fait. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une des personnes responsables du projet, qui est français, et qui est à Taïwan. Et donc là, ils sont accueillis chez Acer. Et Acer, donc c'est eux qui font le casque Windows Mixed Reality en fait. Donc ils vont sûrement, et donc ils disent pas que c'est Acer parce qu'il y a quand même deux marchés qui sont différents. Et donc là, a priori, ils l'ont sorti. Je pensais pas qu'ils le sortiraient si tôt parce que ils avaient quand même pas mal de soucis au niveau justement d'investissement, de ce genre de choses. Donc là, ils l'ont sorti en catimini, on peut l'acheter en ligne et il faut les contacter directement. Ils n'ont pas un truc genre pignon sur rue. Non, mais ça reste en effet un peu expérimental au niveau des techniques ou au niveau des objets dessus. Je te remercie beaucoup, Gia. Tu as Fan Club dont fait Salon qui est sur le chat et qui nous dit que ça va finir en Ready Player One, tout ça, comme le film. N'hésitez surtout pas à commenter ou poser vos questions sur le chat. Tu as une dernière petite news? Ouais, et en attendant, pour ceux qui n'ont pas 3 800 €, eh bien, on peut mettre un truc comme ça ou un cardbox comme Stig est là. Ouais. J'en ai plein de cardbox, mais celui-là, les et on va sur YouTube. On va sur YouTube et on peut regarder des trucs en VR. C'est accessible à tout le monde. C'est génial. Voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Gia. On va passer tout de suite à la première partie, on va dire, dédiée ciné avec justement Vincent et de nouveau Stig aussi.
puisqu'on va s'intéresser à Fan Club. Alors, Fan Club, premier film en VR tout court, 1 heure, et premier film de Vincent Ravalec et de sa boîte de prod tout de suite. Vincent, bah, tu es de retour à l'antenne tout de suite pour nous parler de Fan Club. Je te laisse nous faire le pitch en allez, 30 secondes et après on se fait la bande-annonce. Alors, le pitch, en fait, c'est très simple. C'est une comédienne, un peu une comédienne de télé, qui a toujours eu une frustration de ne pas être devenue une vraie comédienne de cinéma, à qui on fait croire qu'un metteur en scène très connu, en fait, pour la tester, l'invite à passer un week-end avec son fan club. Et en fait, elle a toujours refusé cette invitation parce que ça la saoule de passer un week-end avec son fan club. Les fan clubs étant souvent des gens un peu collants. Tu En tout passerais cas, un pour une week-end avec ton star, fan club, toi? moi, j'ai pas de fan club, donc je sais pas. Mais toujours est-il qu'elle accepte en pensant se rendre dans un espèce de faux casting, quoi, de test pour un film, et elle est prise en otage par ses fans. Et en fait, on pense d'abord que c'est des psychopathes, et puis on va se rendre compte au cours de l'histoire qu'en fait, il y a une réalité plus complexe, et ce qui a motivé les fans n'est pas exactement comment dire, une pulsion délirante, mais qu'il y a autre chose derrière. Je te remercie. Tout de suite, bande-annonce. Et voilà, on vient de regarder la bande-annonce tous ensemble. Casting Moi, impressionne. j'ai une question. Oui. Nous, on n'entendait pas le son, mais Ah le non. son est. Ah, le son Oui. est là. Le son, il est en sortie. Il est en sortie. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Pas sûr. Non, 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 rassure-toi. Casting impressionnant. Sylvie Testu, Arthur H, Denis Lavant. Denis Lavant, Mathieu Kassovitz au niveau de la On voix. voit comment ils ont réagi, enfin comment ils ont sauté sur l'occasion, comment ça s'est Comment ça passé? s'est passé avec eux? Ils étaient contents, ils connaissaient déjà la VR, tu as dû les convaincre? Alors, oui, j'ai dû les convaincre un peu. Alors, ce qui est tout de même très charmant, c'est de voir que aujourd'hui, bon, on est tout de même dans un monde qui est régi par l'argent. Hein, faut pas Ah pas oui, se mentir. Hein. tu crois? Et que il y a souvent un filtre, même pour les comédiens avec les agents, qui est un peu dur. Et là, bon, c'est vrai que c'est des gens que je connais souvent personnellement depuis longtemps. Mais l'enthousiasme et la manière avec laquelle tout le monde s'est lancé dans l'aventure est vraiment assez rafraîchissant. Tout le monde était à fond. Sylvie Testuel était à fond. Denis Lavant aussi. Donc ça a vraiment été, c'était vraiment une aventure expérimentale parce que quand on a commencé le film, en fait, c'était vraiment le moment où la VR est montée en flèche. Et donc l'industrie en fait annonçait un déploiement des casques dans le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde devrait avoir un casque. Oui, on y croyait à un moment donné, hein. Ouais, bon, du coup, pendant ces 3 ans, on a développé Fan Club. On était un peu sur cette infrastructure sur laquelle on comptait s'appuyer. 3 ans. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Et on a fait un film je crois je suis le seul à avoir fait un film d'1 heure de fiction dans le monde Oui, avec des comédiens en prise de vue réelle. on a Donc, cherché, on n'a pas trouvé en effet. D'autres non, films d'1 heure, on n'a pas trouvé. et je pense que c'est dommage parce que la VR a plein de possibilités. Vous avez des possibilités pour la formation, vous avez des possibilités pour l'immersion à distance, vous avez des possibilités pour les films de prévention, parce qu'on en a fait pas mal des films comme ça. Mais je pense il y a le jeu vidéo évidemment, mais je pense qu'il y a une place pour la fiction. Et le problème, c'est que c'est assez compliqué. C'est un nouveau média. Donc, dans Fan Club, on a expérimenté des choses. Il y a des trucs qui sont réussis, des trucs qui sont moins réussis. Mais en fait, il n'aurait pas fallu qu'il y ait un fan club. Il faudrait qu'il y en ait 50. Ouais. Pour que déjà, dans ces 50, il y ait un chef-d'œuvre qui émerge. Et quand vous avez un chef-d'œuvre, ça fait une locomotive. Et puis surtout, ça permettrait d'affiner le langage VR qui est très particulier. Alors justement, on va parler de ce langage et de cette partie technique tout de suite. Je te propose qu'on regarde un court petit bout du making-of. Alors là aussi, il y a le son, je le précise. Et puis juste après, on revient et on va discuter un petit peu des contraintes et de la nouvelle grammaire nécessaire pour l'écriture en VR. Tout de suite, bande-annonce. C'est un vrai film. Making-of rapide. Je veux arrêter. Mon agent ne sera pas d'accord, de toute façon les images ne seront pas diffusées. Je sais que vous travaillez pour un réalisateur, mais je voudrais arrêter, je suis désolée. Ça tourne pas à la cam. Deuxième, ça tourne pas. Je fais déjà la expo, ok. Ça tourne au son? Ouais. Deuxième clap pour la caméra. Mais attends, ça tourne pas. Hein. Dans une seconde, faut que la caméra se. Je sais pas quoi. De jouer là-dedans, dans ce rapport-là, c'est super sympa. C'est génial. Parce qu'il n'y a pas la même écriture qu'au cinéma, comme là, vous êtes comme ça dans un cadre, il y a un axe, puis après il faut se retourner, il n'y a pas à faire chant contre chant, il y a tout le monde qui est dans le chant, et donc tout le monde joue au même niveau, à fond, tout le temps, quoi. Il n'y en a pas qui jouent moins parce qu'ils sont off, en fait, tout le monde est in. Il n'y a pas de... Et on est entre nous, quoi. Voilà, alors beaucoup de choses, ce petit bout de making-of nous dit beaucoup de choses, nous montre beaucoup. Déjà, on comprend que c'est pour le moment de l'ordre de l'expérimentation, que ça a l'air assez compliqué à mettre en place. C'est entre la bidouille et le 7e art, c'est l'impression que ça donne. Que les contraintes techniques sont radicalement différentes. On voit que toute l'équipe technique ne peut pas être dans la même pièce que les acteurs. Tout doit être caché. Et Denis Lavant nous explique dans ce passage-là qu'on vient de voir que finalement le jeu de l'acteur est différent puisqu'il n'y a plus cette logique de chant contre chant, etc. Alors, tu savais où tu mettais les pieds quand tu as commencé ou tu as tout découvert parce que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine une fois qu'on s'y met? Alors, déjà, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment le côté expérimental, parce que c'est toujours marrant de faire un truc qu'on connaît pas. Surtout là, c'était vraiment expérimental. C'était l'équivalent des Frères Lumière, quoi. Oui, c'est ça. C'était quelle année? C'est 2018? On a tourné, ouais, ça fait au moins, mais on a commencé en 2015. Donc, d'abord, on a fait un teaser. Pour vous donner une idée de la complexité, le teaser, en fait, à ce moment-là, on tournait en camembert. C'est-à-dire que pour choper l'intégralité du champ 360, on tournait en 4 passes. C'est-à-dire qu'on tournait un bout, l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout, quoi. Donc, et ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir de comédien qui passait d'un camembert à l'autre. Enfin bon, c'est genre, on a tourné toute une nuit, au bout de la nuit, le chef électro, il venait me voir, il me disait, mais c'est quoi le prochain plan? Il n'avait toujours pas compris qu'il faisait un plan qu'il fallait shooter 4 fois. Personne n'y comprenait rien. Donc, c'est vraiment, les paradigmes vraiment déjà du cinéma étaient un peu bousculés. Après, pendant les 3 ans, on a préparé Fan Club, on a fait beaucoup de films, pas industriels, enfin corporate, quoi, des films de formation. On a fait un film pour la SNCF, un film pour l'opéra. Oui, la partie SNCF, on est quasiment, ton petit film SNCF, c'est autour des accidents et du danger de la prévention. C'est quasiment un petit film d'horreur, quoi. C'est un court-métrage d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur, oui. Oui, bien réussi, oui. L'opéra fantastique, c'est une danseuse qui se promène dans tout l'opéra et qui nous montre même des endroits inconnus de l'opéra ou des angles originaux. Oui, mais là, ça semble plus abouti. Il y a moins d'expérimentation dans ces films corporate. Bah, il y a moins d'expérimentation, si tu veux, d'une part, parce que c'était pour des clients, donc on peut moins se permettre. Oui. Puis, là, c'était vraiment le but de Fan Club, c'était clairement affiché, c'est d'essayer d'expérimenter des tas de choses sur le jeu des comédiens, sur la place de la caméra, sur les mouvements de caméra, sur les possibilités de faire des raccords, sur l'impact qu'ont les comédiens, parce que ce qui caractérise la VR, en fait, c'est que vous avez un impact physique sur le spectateur que vous n'aurez jamais en film.
Parce que là, les corps sont ressentis comme existants par votre cerveau. Donc, si vous vous approchez de vous, comment dire, si le comédien s'approche de vous, votre proprioception est affectée. Oui, oui. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes assis dans un. Même si vous pouvez avoir peur en regardant justement un film d'horreur ou un effet très spectaculaire, mais vous n'aurez jamais ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut gérer avec parcimonie. Il faut le mélanger au montage ou pas. Le point de vue, enfin, ça posait des tas de questions en fait, toutes les questions que je me suis posées, on les a mis dans Fan Club. Donc, il y D'accord. a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. C'est vraiment un film expérimental dans tous les sens du terme, aussi bien dans sa forme que dans son, comment dire, dans son questionnement en termes de grammaire. Oui. En termes de grammaire, oui. Alors justement, les équipes dans le making-of expliquent qu'il faut planquer tout. Pour le son, bah, on ne peut pas avoir de câble qui traîne. Il n'y a pas de perchiste, forcément, puisque la caméra 360 montre tout. Les acteurs doivent jouer un peu différemment. La logique du chant contre chant n'existe pas forcément. D'ailleurs, on voit qu'au début du film, tu utilises un peu ce chant contre chant, ce qui nous prend un défaut parce qu'en tant que spectateur, bah, on se retourne pour regarder à qui l'actrice parle. Et en fait, paf, tu nous remets un plan contre plan. Donc on ne sait plus où on est, si on est trop actif. C'est pas évident de trouver sa grammaire pour le réal ni pour le spectateur, en fait. Ben cette première séquence a été pas mal sujet à la consommation. Le problème en fait du montage en VR, c'est que si on loupe le tempo, on est à contretemps. Du coup, vous êtes en train de regarder le pilier de la pièce alors qu'il y a la comédienne qui parle derrière vous, quoi. C'est ça le. Et une fois qu'on a perdu le fil, c'est pas forcément évident de s'y remettre. Par contre, si on reste dans le fil, le montage marche bien. C'est des comment dire, c'est des choix assez épineux en fait. Oui, donc il n'y a rien Parce que de... Oui, Stig? je me disais, moi je l'ai regardé encore hier soir, donc du coup c'est frais dans ma tête comment ça se passait, surtout dans cette première séquence. J'avais l'impression parfois que ça faisait comme un reset automatique, tu vois, pour remettre justement un cadre un tout petit peu, pour pas qu'on soit perdu dans ce dialogue entre les deux. Admettons qu'on se tourne un petit peu trop ou quelque chose. Euh, Il y avait des switches de point de vue, comme ce que tu expliques, mais de temps en temps, ça te remettait dans un... Dans les rails. comme, voilà, dans les rails en quelque sorte, un peu comme si tu appuies sur le bouton qui, quand tu es sur une carte, te remet dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, voulu, je suppose. si tu veux, c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, cette fonction-là existe. Si tu veux, cette fonction-là existe, t'as des petits softs qui peuvent te remettre, en fait, selon ton regard, dans le bon chemin du montage. Mais Voilà. finalement, en fait, on ne l'a pas utilisé pour des raisons de coût et puis c'est trop complexe au stade où on était de la post-prod, parce qu'il fallait reprogrammer des choses. Mais en fait, ça, c'est vraiment les artifices de montage qui t'ont donné cette impression. C'est qu'à un moment donné, tout de même, on arrive Recadrer, en fait, un ouais, petit peu à recadrer mais moi, je me suis la aussi perception. beaucoup inspiré du game design parce que je n'étais pas gamer et je connaissais pas les techniques de game design. Et en fait, il y a plein de trucs très intéressants, notamment comment il gère le chemin critique. En fait, le joueur a l'impression que c'est lui qui gère sa progression, alors qu'en fait, c'est des injonctions qui sont finement établies Amener, ouais. face à un circuit. Un Mais en vrai fait, dans faux la libre VR, arbitre. Pardon? Un vrai faux libre arbitre. Oui, c'est un vrai faux libre arbitre. Et dans la VR, tu as ce truc-là parce que tu n'as pas de cadre imposé. Donc, ton spectateur a la latitude d'aller là ou d'aller là. Et donc, il faut le gérer un peu comme un toréador va gérer le taureau avec un chiffon rouge. Et tu le guides par le son déjà, le spectateur, ce qui est un paradoxe, puisque l'image, finalement, passe presque au second plan. Elle est omniprésente, puisqu'on est en 360. On peut s'attarder sur un détail et décider de regarder autre chose que ce que tu as envie qu'on regarde, toi le réalisateur. Mais tu as le son qui est là pour nous remettre sur les rails, c'est-à-dire que on entend un bruit qui est à gauche, instinctivement, on tourne la tête pour aller voir ce bruit, et comme on a le son dans les deux oreilles, on est comblé, on reste à cet endroit-là. Bah, t'as plusieurs artifices. D'ailleurs, j'ai appris un truc sur le son que je ne savais pas. Et parce qu'en long métrage, on n'a pas besoin de s'en servir tellement. Mais en fait, l'oreille réagit quand le son est doublé. C'est-à-dire ça, il ne réagit pas. Ça c'est identifié comme un signal dont il faut se soucier. Et c'est un ingénieur du son qui m'a expliqué ça. C'est vrai qu'on s'en est servi, par exemple. Enfin, on s'est servi de plein de petits trucs. D'accord, Donc,
Mais alors, là, on est confronté aussi avec la VR, c'est parce que j'ai fait tout de même des projections de tests avec des questionnaires assez précis à la fin. Euh, Vous avez la question vraiment de la subjectivité du spectateur, c'est que tous les spectateurs ne réagissent pas pareil. Il y a des spectateurs pour qui Fan Club est passé comme une lettre à la poste, d'autres au contraire, ils n'ont pas supporté la durée. Il y en a qui ont été gênés par le montage, d'autres pas par le montage. La subjectivité est toujours en vigueur quand quelle que soit la manifestation artistique que vous regardez ou que vous consommez. Mais là en VR particulièrement, et du coup, c'est assez difficile en fait d'en tirer des conclusions. Le seul truc, c'est qu'il y a des choses qui rendent malade et des choses qui rendent pas malade. J'ai pas été malade. Oui, Hier soir, j'ai pas été malade, mais à aucun moment. Donc ça, c'est top. J'ai pourtant fait 1h30 à 2 heures de VR, puisque j'ai regardé Fan Club, mais j'ai aussi fait Ayahuasca. Et ben, j'ai pas été malade. Donc c'est deux choses déjà. C'est quelque chose qui est de la réussite, parce que rien qu'on en parlait avec toi, Seb, mais tu avais été malade avec Google Earth VR Ah oui, pendant moi, plusieurs heures. Ah oui, moi j'ai passé 3 heures à dormir à cause de Google Earth VR la dernière fois où j'étais par terre. Le déplacement qui rend malade. Oui, oui. Alors, Tant que c'est statique, on n'est pas malade. Justement, Marjo, très bien que tu sois là. L'expérience de la VR, je voulais en parler un petit peu, voir avec toi justement concrètement. L'expérience de la VR auprès des plus petits et dans le cadre d'une bibliothèque, ça donne quoi avec les codes, les astuces dont nous parlait Vincent là, pour toi, le retour dans la bibliothèque de la VR? Alors, donc déjà, dans la médiathèque, on a de la VR. Parce que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde, hein. Première étape, une médiathèque, c'est pas que des bouquins, c'est aussi, on a des films, on a des jeux, on a des CD, etc. Mais on a, voilà, notamment des jeux vidéo et des imprimantes 3D aussi, par exemple. Et on a des casques de réalité virtuelle. Enfin, on a des consoles qui, des fois, ont des casques qui vont avec. Donc, moi, personnellement, ma médiathèque, c'est une médiathèque pour les enfants. Donc, ma moyenne d'âge, c'est de 4 à 12 ans. Voilà. Donc, nous, on a opté pour une console Switch. Mais la médiathèque centrale de ma ville, qui a un public beaucoup plus large, qui va des enfants aux adultes, a opté pour une PS4. Donc, en fait, dans ma ville, on a à la fois un casque PS4, de VR de PS4 et un casque de VR Switch. Je vais montrer le fonctionnement du Switch pendant que tu parles en plein écran. Hein. Voilà, donc je vais parler d'abord de la Switch. Alors, c'est un casque qui n'est pas très mis en avant, car il est un peu hasardeux. Enfin, pas hasardeux, mais l'utilisation n'est pas forcément idéale, parce que c'est un casque qui, moi, personnellement, la première utilisation m'a rendu très malade. Avec un des jeux, et qui ensuite, par contre, avec d'autres jeux, j'ai pas eu le problème. J'ai pas encore testé tous les jeux qui sont disponibles. En fait, le casque est disponible avec quelque chose qui s'appelle le Nintendo Labo, où en fait on construit en carton des objets avec lesquels on peut jouer. C'est plus un cardboard qu'un casque en fait. Hein. Oui, c'est un cardboard, mais c'est la console du coup qui est dedans. C'est ça. C'est quand même adapté, et en fait ça s'incruste dans des modules. Là par exemple, on voit un gun, une espèce de lance-missile. Lance-roquette, et du coup ça s'incruste dedans, et en fait on peut servir des gâchettes pour jouer comme si on avait un vrai lance-roquette dans les mains. Voilà, donc ça c'est une technologie, les trucs en carton c'est proposé par Nintendo hors de la VR, hein. Mais dans le cadre de la VR, du coup c'est adapté avec ce gun, une espèce de tête d'éléphant où on tient un bout du casque, et en fait après on peut dessiner avec l'autre main. On a un espèce d'appareil photo et un truc comme un oiseau pour pouvoir voler. Donc ça, je pense que ça va me rendre malade. Je ne l'ai pas encore essayé. Alors, les enfants, ils réagissent comment à tout ça? Quel âge et leur réaction? Alors, donc, ces jeux ont tendance à rendre malade parce que, comme j'en avais parlé avec Gia, la résolution n'est pas très bonne. Donc, c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer très très longtemps. Et puis après, ça dépend des jeux. Ceux qui bougent beaucoup ont tendance à rendre malade. Le Nintendo Labo, la technologie de Nintendo de VR est conseillée à partir de 7 ans, alors qu'en général, la VR est conseillée à partir de 12 ans, plutôt. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, pour question de croissance, de bien se sentir. Et aussi, en plus de ça, c'est aussi de confiance avec les enfants et de connaissance des enfants de leur propre corps. Un problème auquel je ne m'attendais pas à me retrouver, c'est par exemple un enfant qui se sent malade et qui ne sait pas le dire. Oui, forcément. Face à de la VR.
qui ne va pas sentir qu'il est en train de se sentir malade. C'est comme, on a déjà vu, on a tous connu des enfants qui se font pipi dessus en jouant à un jeu vidéo ou en regardant la télé parce que ils se rendent pas compte qu'ils ont envie de faire pipi parce qu'ils connaissent pas bien leur corps. Et ben là, c'est pareil. Ils se rendent pas compte qu'ils ont envie de vomir jusqu'à ce qu'ils vomissent par terre. Voilà. Donc ça demande déjà de faire des... Qu'est-ce qu'il y a? Faut enlever la Switch rapidement, sinon. C'est ça. Déjà, ça demande de suivre attentivement les enfants quand ils sont en train de jouer, d'être très proche d'eux, etc. Et de leur demander constamment, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que ça va? Si tu sens quoi que ce soit dans ton ventre, tu arrêtes. Et de faire des séances très très courtes. Donc moi, je fais des séances de max 10 minutes avec les enfants, notamment parce que voilà, c'est des enfants assez jeunes, en dessous de 12 ans, moi, avec lesquels je joue. Donc, je joue la prudence absolue en dessous du 12 ans. Mais du coup, une autre technologie qu'on a, c'est la PS4, donc le casque de PS4. Donc là, souvent, on fait pour les plus de 12 ans, pas pour les moins de 12 ans. Et un jeu qu'on utilise beaucoup, c'est le PlayStation VR World, qui est globalement le truc un peu de démo, mais qui est très pratique pour faire découvrir la VR sous plein d'angles différents, autant aux ados qu'aux adultes, parce que du coup, c'est pas réservé aux ados chez nous non plus, et on essaye de faire découvrir aussi la technologie aux adultes qui des fois peuvent être un peu plus réfractaires. Notamment voilà, les personnes âgées aussi, des fois on essaye, c'est marrant, c'est toujours assez drôle. Voilà, donc dans ce jeu on peut faire de la luge, ça me rend très très malade par contre, et vraiment tous les gens qui ont joué à peu près ont été malades après. Le pire, c'est les montagnes russes. Ils se sont sentis un peu pas très bien pendant la luge. Ouais. Le jeu avec la petite balle à rattraper, j'aime beaucoup, c'est très drôle. Into the Deep est fantastique. Ouais, Into the Deep, c'est formidable. Moi, ça m'a fait très peur, mais c'était très bien. C'est un truc que je recommande en général beaucoup parce que c'est un truc qui bouge pas ou juste on descend au fond de l'océan pour découvrir les fonds marins jusqu'à se faire attaquer par un requin et c'est l'angoisse. Il y a aussi The London Heist qui est disponible, qui est une espèce de mission de braquage qui est super chouette et qui est encore mieux quand on a les manettes pour les mains parce que du coup on peut attraper les trucs, attraper le flingue, les clopes, allumer sa clope, c'est très drôle. Voilà, il y a un autre jeu dans l'espace, mais que je n'ai jamais réussi à faire marcher, j'ai jamais réussi à comprendre comment avancer dedans, et aucun de mes usagers non plus. Du coup, on évite. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un peu tout sur les médiathèques. Alors, est-ce que tu les as mis dans des musées virtuels ou dans des courts-métrages? Est-ce que tu as pu voir les enfants, à quoi ils réagissent le plus? Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que ça va être par exemple un court-métrage ou un petit dessin animé en réalité virtuelle dans lequel ils sont plongés? On n'a pas trop eu le temps de tester. Après, moi, du coup, j'ai pas accès à la PS4 en permanence. Moi, j'y ai accès que de temps en temps pour certains trucs. Moi, j'ai surtout accès à la Switch, qui du coup est très réservée Nintendo Labo. On peut aussi jouer à Zelda, mais il paraît que c'est horrible, donc on ne le fait pas. Et puis, du coup, j'ai pas beaucoup accès à la PS4, mais je sais que on n'a pas encore tout testé. Ce qu'on prévoit de faire aussi, parce qu'on a un service jeunesse à côté de chez nous qui nous propose des cardboards, et il y a une technologie qui permet de scanner les endroits et de les mettre en réalité virtuelle. Ils ont ces outils-là. Et du coup, on a prévu de le faire avec les médiathèques, de scanner les médiathèques. Ah, oui. Pouvoir après les visiter en réalité virtuelle. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant le confinement. Ça aurait été un moment idéal pour que les gens puissent visiter leur petite médiathèque depuis chez eux. Mais on n'a pas été assez prévoyant. Alors, la période est idéale, c'est pour un escape game virtuel. Ouais. Alors, la période est idéale, non, puisqu'il faut avoir accès à l'endroit et au lieu. Un escape game virtuel, on ne peut pas totalement se retrouver dans un monde virtuel et retranscrire un escape game dans le monde virtuel alors? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, mais moi je voulais en parler parce que j'ai pu essayer chez Illucity Paris, un endroit que je vous conseille d'aller visiter si vous avez... il y en a ailleurs, je sais qu'il y en a ailleurs en France, il n'y a pas que à Paris, je crois qu'il y en a à Marseille. Si vous avez l'occasion, après le confinement, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est vraiment chouette. Il y a plein de différentes aventures qui sont disponibles. Des escape games, des jeux de tir, des jeux de combat, tout ça. Plein de choses. J'ai pu tester deux de leurs attractions, leurs activités. Quelque chose, un escape game dans un bateau pirate et une aventure dans un monde de jouets où on devait tirer sur des jouets. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que du coup, on a l'ordinateur sur le dos, donc un sac ordinateur. On se balade avec notre casque et par exemple pour la version, le truc avec les jouets qui était absolument éblouissant, épatant, on avait du coup un gun dans les mains
Et on était dans une grande salle dans laquelle on pouvait se déplacer librement. Il y avait juste un gros pilier au milieu, mais qui était toujours modélisé avec des objets pour pas qu'on y aille. Du coup, on était dans une grande salle où on pouvait se déplacer. On était à 6. On se connaît même pas dedans. Une ou deux fois, mais pas plus. D'accord. Quand on reculait. Euh, et on pouvait se déplacer dans la pièce. On avait des sièges au bout qui marchaient un peu comme dans les cinémas 4D. Où si ça monte, on va monter. Si ça descend, voilà. Donc ça bouge comme dans le cinéma 4D. Et du coup, on s'asseyait dessus. Et par exemple, on allait passer dans un train ou dans un hélicoptère et tout ça. Et ensuite, on était reposé par terre et on se relevait et on repartait en aventure. Et du coup, ça rendait le tout très très réaliste. Et moi, je sais que j'avais été beaucoup impressionnée par ça. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce retour d'expérience sur les escape games. Vincent, justement, tu comptes continuer la VR à destination du grand public? Ah bah oui, on a une société qui est dédiée qui s'appelle Circle Time. Oui. Et tout ce que vous voulez, d'ailleurs, si vous avez des films en VR à faire, n'hésitez pas à nous solliciter. Mais sur des choses, bon là c'est pour des choses plus de formation, de corporate, mais on est en train de travailler sur une expérience qui sera beaucoup plus courte. Je pense que mon incursion dans la fiction, vraiment avec des comédiens, va s'arrêter là pour l'instant. Mais je vais faire quelque chose de plus expérimental. Plus expérimental dans le sens plus expérientiel en fait. C'est-à-dire, plus concrètement? C'est-à-dire, ce qui marche vraiment bien en VR, c'est vraiment l'expérience. C'est-à-dire que tu vis une expérience que tu ne pourras pas vivre. L'exemple d'ayahuasca, par exemple. Ouais. Et donc là, ça va être en fait une espèce de plongée un peu dans le cerveau d'un écrivain. Un peu, Oh, d'accord. ça, franchement, là, tout de suite, tu vois, tu m'as captivé. Il me le faut au plus tôt, dès que ça existe, je veux tester. Tu vois. Ayahuasca, je l'ai fait hier, c'était un grand moment, effectivement. Et fait par aussi Kounen, il y a Seven Lives dans le genre expérience Ouais, qu'on tout peut à fait, pas ouais. qu'on peut pas vivre autrement, qui est sur. Enfin, faut pas spoiler, c'est difficile de parler de Seven Lives parce que c'est basé sur le choc de ce qu'on découvre quand on l'expérience, justement. Mais c'est une espèce d'expérience transcendante, on va dire. Transcendante, mais moderne. Ça commence à Tokyo et je vous le recommande aussi, c'est disponible en ligne et c'est court. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme expérience? Pour revenir, Vincent, sur justement Fan Club, Fan Club. on se rendait compte en le regardant que tu t'as choisi. Pour moi, l'analogie avec le théâtre, je pensais un petit peu quasiment à la Commedia dell'arte à certains moments. Et je trouve que la manière d'expression est plus proche finalement de celle du théâtre que du cinéma. Ah bah en tout cas oui, c'est sûr que ça fait partie des modes d'expression sur lesquels je me suis penché quand j'ai commencé à réfléchir à Fan Club. Il y avait les jeux vidéo, il y avait le théâtre, il y avait la danse, il y avait l'art contemporain. C'est un mélange de tout ça, mais tu as tout à fait raison, notamment le jeu des acteurs. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis tourné vers Denis et Sylvie parce qu'ils avaient une expérience et de comédien de cinéma mais de comédien de théâtre. En fait, c'est ni du théâtre ni du cinéma. Pour le comédien et pour le spectateur, c'est tout de même dans un point de vue. Déjà, pour le comédien, c'est assez compliqué parce qu'un comédien s'appuie sur l'énergie de son public. Soit c'est de l'énergie de vrais gens, comme au théâtre, soit c'est l'énergie de ton objectif. Donc, un comédien de cinéma, c'est tout de suite où l'objectif. Il connaît son bon profil. C'est pour ça qu'il y a des comédiens au théâtre qui ne matchent pas avec le cinéma. Mais en VR, il n'y a personne. Tu as une boule. Cette boule, tu ne sais pas où elle te regarde, le réalisateur n'est pas là, tu n'as ni public, ni réalisateur, ni vraiment objectif. Et donc, tu dois te mouvoir dans un espace et tout de même incarner cet espace en 3D. Tu n'es pas sur une surface plate comme un écran de cinéma. Et tu n'es pas non plus sur une scène de théâtre. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'apparentent au théâtre, mais il y a tout de même une spécificité qui est vraiment la VR. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui vont faire des films, enfin, pas comme Fan Club, mais enfin dans la même lignée, et que ça va finir par donner quelque chose. D'accord. Le lieu aussi, le lieu où c'est tourné est tellement atypique, bizarre et en même temps décrépit, flamboyant. C'est surréaliste comme endroit. Ça donne une ambiance qui pourrait être du jeu de Rossi ou quelque chose comme ça. C'est très, très... Oui, le lieu est un oui. personnage à part entière, en effet. Ça, c'était très important parce que le truc dans la VR aussi, c'est qu'il y a l'immersion.
Donc le décor, là, le décor était un personnage à part entière. C'était voulu comme ça. Et au-delà du décor, en fait, c'est le propos de Fan Club, en fait, c'est que on est dans des écosystèmes relationnels, émotionnels et karmiques, qui fait qu'en fait, on n'est pas une personne, on est l'intégralité de la situation en même temps. Qu'on appelle un égrégore. C'est ce que j'allais dire, l'égrégore, oui. Et en fait, cet égrégore, là, avec la VR, s'incarne aussi physiquement dans un lieu. Un égrégore, c'est aussi un concept comment dire, d'esprit ou d'énergie qui sont reliés. Et là, je voulais aussi que ce soit vraiment tangiblement incarné dans ce lieu et que ce lieu devenait vivant aussi par le... Et c'est pour ça, en fait, que le projet avait son sens en VR. Alors justement, ce lieu, il est vivant à tel point que finalement, parfois, moi, l'expérience que j'ai eue en regardant Fan Club, je pouvais me détourner des acteurs pour aller regarder des bouts du décor qui me disaient quelque chose de l'histoire. Le décor me parle de l'histoire ou me donne des compléments ou me laisse à deviner d'autres choses qui ne sont pas dites ou exprimées par les acteurs. Bah écoute, ça c'est ce que j'espérais, que justement que chaque spectateur se fasse une lecture avec des, si tu veux, des spectres un peu différents de l'histoire et que ça touche sa sensibilité de manière différente, du fait justement de sa liberté et de la richesse qu'on a essayé de mettre, moi et toute l'équipe, hein, parce que Oui, c'est un travail collectif. Hein. Ah oui, c'est vraiment un travail collectif où il y a eu beaucoup d'apports des talents des uns et des autres. Et notamment sur le décor, il y avait une directrice artistique qui s'est beaucoup investie et qui a fait un travail très intéressant. Alors, Élise Morin. Je disais Élise Morin. D'accord. Élise Morin. Alors, je vous propose que pour la partie suivante, on va regarder quelques expériences VR qui nous ont plu. Et puis, on va tous en parler ensemble. Alors, mon principal coup de cœur, ça a été une expérience qui s'appelle Senza Peso, qui est comme un opéra. On est sur la barque de Charon. Ça dure pas longtemps et on voyage. Je vous montre rapidement la bande-annonce avec le son. Et puis après, retour plateau et on en parle tout de suite. Petit extrait de Senza Peso. Donc, on se promène avec à travers différents environnements sur une barque dirigée. On est sur un rail. Ça dure moins de 10 minutes. Et il y a une ambiance fantastique. On est vraiment totalement émerveillé. On est guidé. Et c'est comme le film de Vincent, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement en 360. Mais sauf que là, c'est de l'image de synthèse, c'est pas du film. Mais on peut juste tourner la tête, mais c'est assez exceptionnel. Et c'est un endroit on va le regarder plusieurs fois, peut-être un peu comme ton film, parce qu'on va pas voir la même chose en fonction du moment où on le regarde, tout simplement. C'est pas un problème aussi, ça, justement, en réel, qui fait que parfois le spectateur peut passer à côté de quelque chose, puisqu'il regarde autre chose. Ça rajoute de la complexité dans la conception, forcément, parce que tu es obligé de tenir compte de ça. Ouais. C'était les grosses questions qu'on se posait pendant la préparation. Et tu l'as résolu comment? Bah écoute, comme tu as pu le voir, il n'y a pas vraiment de solution. Tu vois, la solution, c'est ce truc de chemin critique où tu dis que là, tu vas guider le spectateur, mais que si tu ne le guides pas, s'il tourne entre guillemets au mauvais endroit, il faut tout de même qu'il y ait un ricochet qui te ramène et sur la narration et sur l'effet impressionniste, par exemple, que tu veux produire. C'est ça. Alors là, on va regarder une autre expérience assez intéressante qui est un petit peu ancienne aussi. C'est Edge of Sails. Vous pouvez tous rebondir ou commenter. Alors, Edge of Sails, on est avec un vieux marin sur un bateau en train de voyager. Il comptait faire son dernier voyage et aller se tuer dans l'eau. Et en fait, il sauve une petite fille et il repart à la vie avec cette petite fille. Et on se retrouve sur son bateau avec lui. Donc là aussi, 360 uniquement.
Et belle histoire, soutenue par le son, encore une fois. Vous tous, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience en VR autour, si vous avez eu l'occasion? Non? Quelqu'un? Moi, j'en ai déjà parlé, du coup, enfin, de mes Oui, expériences oui, VR. oui, totalement. Ben, Gia, tu as eu chez moi. l'occasion d'essayer des choses comme celle-là? Bah, j'ai essayé plusieurs casques VR, donc j'en ai pas acheté, contrairement à toi. Ouais, t'as pas craqué encore, hein. Non, j'ai hésité longtemps et en fait, c'est vrai que la VR a fait de gros bonds technologiques, mais sur cette génération-là, je me suis pas senti encore de le prendre parce que je trouve qu'il y a encore pas mal de limites par rapport à ce qu'on peut ressentir. Alors, La prochaine, je pense que ce sera la bonne, mais j'ai pu essayer des choses, des trucs plutôt sympas, quoi. Mais les trucs qui m'ont vraiment fait le plus flipper, c'est les jeux VR d'horreur oui, où on on est lâche la manette là, vraiment. on est effrayé, oui. Ouais, Euh, ouais, ça, je referai pas. Ça, non. alors là, ce qu'il y a au milieu, c'est Allumette. Je ne sais pas si Vincent a eu l'occasion de le voir. C'est un Je l'ai vu, court-métrage. ouais. C'est Ouais, ouais. fantastique. C'est d'une poésie. On pleure pour la petite fille. On zoome sur ses traits de visage. Je sais pas. Moi, ça a véhiculé des sentiments vraiment très très forts. Allumette. C'est ceux qui avaient fait La Rose et moi, adapté du Petit Prince. Là, c'est adapté d'Andersen, justement, La petite fille aux allumettes. Ça t'a pas touché, toi? Si, c'est une des réussites, hein. C'est un des films les plus réussis en VR de très loin qu'il y a eu. Moi, il y a une expérience que j'ai trouvé ça bien aussi, du même auteur qui a fait avec Yann Seven Life, là, c'est une Oui. expérience sur le cri de Munch. Oui, alors justement, Avec Charles Hayat? ouais. Par Ouais, Charles Charlie Hayat, Hatt, tu veux ouais. dire? Le Cri de Ouais. Munch est fantastique. Je ne l'ai pas sélectionné, je ne l'ai laisse pas en vidéo, mais fantastique, très angoissant, un peu noir, avec cette matière noire qui glisse, qui sort de l'écran là, mais il rend tangible l'angoisse en fait dans le cri. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Ouais. Alors une autre intéressante aussi, c'est celle-ci qui est Une nuit au café, le café de la nuit. On est dans Van Gogh là. Et dans le monde et dans les couleurs de Van Gogh, on est dans un des cafés de Van Gogh, dans le café de Van Gogh justement. Et c'était aussi une expérience VR très 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 intéressante, moi j'avais trouvé, parce qu'on est dans son monde avec ses couleurs, et là, la lumière telle qu'elle est représentée justement avec ses traits un petit peu, j'allais dire dessin animé, mais c'est le dessin c'est la peinture de Van Gogh. On a une forme de matière, on sent la texture quasiment de la peinture. Et rendre cette peinture en 3D, ça donnait quelque chose aussi de particulier. C'est un petit peu comme à l'Atelier des Lumières, tu avais Oui, essayé oui, ce genre d'expérience, ça s'en rapproche en quelque sorte totalement, oui, oui. des expériences VR dans la peinture. Oui, totalement. Et l'avant-dernier exemple, c'était celui-ci. Alors là, on est dans un environnement réalisé avec Unreal, je crois Unreal, c'est pardonnez-moi pour la prononciation, Myrdal Sandur. On est sur une île nordique et c'est du photoréalisme pur. C'est pas de la vidéo, hein, c'est de la 3D. Et on se promène totalement librement. Donc là, on n'est plus dans des rails comme Allumette ou ceux qu'on a vus avant. On est totalement libre et on se Comme promène. Google Earth VR, quoi. On est comme Sauf que tu te promènes dans un environnement recréé. totalement libre, hein, comme un FPS, un first-person shooter, où tu te promènes sur une île totalement. Et le dernier exemple qui est vraiment dans la période actuelle très apaisant, c'est Nature Trek. Alors Nature Trek, ce sont des environnements réalistes, des plages, des campagnes, des forêts, retranscrits totalement, où on est libre de marcher, de se promener. Et dans la période actuelle, c'est pas mal. Je trouvais que ça faisait du bien d'aller au bord de la plage. Moi, je veux parler d'une expérience VR que j'adore et qui justement est aussi un endroit qui te donne des espaces sanctuaires qui sont bien utiles quand tu peux pas sortir. Ça s'appelle Guided Meditation VR et qui ouvre plein de différents endroits que tu peux choisir, qui sont recréés dans lesquels tu peux marcher, te promener et t'asseoir pour méditer. Alors soit avec un accompagnement dans une pratique ou alors comme tu veux, quelque chose de libre. Mais il y a des endroits comme des grottes souterraines ou des
des endroits avec des aurores boréales. Enfin, il y a au moins, je sais pas, je dirais une vingtaine d'environnements très bien travaillés et finis dans lesquels tu peux aller te promener comme ça, ce qui est très calme et sans aucun but autre que méditer. Voilà, donc c'est ça, la VR, ça peut aussi permettre finalement, le voyage peut permettre une intériorisation, une introspection, une méditation. On retombe sur ce qu'on disait au tout début de l'émission. Et ça nous fait la transition. Je te remercie, Stig, avec Marie-Rose. Comment vas-tu, Marie-Rose? Namasté. Namasté, Marie-Rose. Donc, eh bien, on va aborder avec toi la dernière partie de l'émission, Oui. justement, puisqu'on va s'occuper d'une nouvelle posture de yoga. Euh, Donc, alors, aujourd'hui, Vincent Ravalec va la faire avec nous et toute l'équipe, comme d'habitude, tout le monde, Marjorie et tout le monde qui s'y met. Évidemment, on va finir sur ça. Alors, aujourd'hui, tu disais, Marie-Rose? on va explorer le 4e chakra, le chakra Ouais. du cœur. Donc là, on ne parle pas de l'organe, hein, le cœur qui est situé à gauche. On travaille vraiment le chakra, hein, les centres d'énergie. Donc au niveau du cœur, c'est au centre de la poitrine. Sa couleur est verte et le chakra du cœur correspond donc à l'ouverture du cœur, mais c'est plus l'amour inconditionnel, hein. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est qu'on n'attend rien en retour. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne simplement parce qu'on a envie de donner. Tout à D'accord. fait, Sylvie. Et également, par exemple, l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants. Oui, c'est vraiment cet amour-là qui est sans intérêt, sans rien en retour. D'accord. Bah écoute, on y va tout de suite. Pardon. Oui, on travaille également le pardon. Le pardon, hein, savoir pardonner, c'est aussi important dans le sens qu'on peut se libérer. Voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées, mais par rapport aux expériences, ça nous donne une occasion de nous libérer et également de pouvoir avancer. C'est parti. Donc là, on est vraiment debout, on commence à se centrer à l'intérieur de soi en plaçant nos mains simplement à travers le chakra du cœur. Voilà, c'est très simple. Vous vous connectez à vous-même. Chacun a sa vérité, chacun est différent. Donc c'est intéressant de pouvoir rester centré sur soi-même. Donc là, peut-être qu'on va placer le petit écran de l'autre côté, plutôt ou pas? Allez, hop. On va se mettre en chien tête en bas. Quoi? Attends. Et placer la jambe gauche en avant. Donc, nous nous étirons. Une Voilà, on va position du travailler- guerrier. Oui, tout à fait, Steve. Donc, c'est le guerrier numéro 1. Tu en as 3. Là, nous avons le premier. Ah, mon Dieu. Vincent, bravo. Oui, Vincent qui se prête au jeu admirablement. Merci, Vincent. Vincent, Tu sais très bien qu'il faut travailler le souffle. Dans chaque posture, nous travaillons également le souffle. Et ensuite, on fait Marjorie. simplement la même chose de l'autre côté. Donc, on redresse le buste. Dans l'inspiration, vous vous redressez. Et dans l'expiration, vous voyez, vous descendez le genou en avant. J'inspire et j'expire en étirant vraiment les bras vers le ciel et les pieds à la terre. Guerrier numéro 1. Très bien, merci Marjo. On a l'impression qu'elle va dégainer un pistolet, Marjo. C'est toi le nouveau James Bond. Très bien. On va faire une pause en pince. Et là, on découvre Et qu'un maintenant- auteur est quelqu'un de très souple, en fait. Hein. Pas vraiment. Les épaules en arrière. On déverrouille les épaules. Ah oui, mais là, il est hors du cadre. Tu fais Ah, là? Il m'étonne pas. Vincent est hors du cadre par définition, de toute Pense en manière. Hein. Oh, Voilà, wow. c'est excellent pour déverrouiller les épaules. Je suis incapable de Ça, faire si ça. Vincent l'a déjà faite, cette posture, elle est assez générale. Moi aussi, Il y a Vincent, longtemps, il fait quand du j'étais yoga plus aussi, jeune. il triche, hein. Ah, voilà, j'en doute pas. Oh là, Seb, il y arrive très bien, mais là, je suis impressionnée. Et là, on relâche les mains au sol. En pince. On inspire et on expire vraiment pour évacuer le stress et les toxines. Les toxines, c'est la peur, la colère. Très bien. On s'assoit, on se met sur les genoux, on se relie à notre petit Allez, cœur. Marjo.
Il y a beaucoup d'introspection, de ressenti. Hein. C'est comme la VR, mais en vrai. C'est comme la VR, mais en vrai. Voilà, c'est la vraie VR. Et nous allons pratiquer la posture du chameau. Je ne sais pas si vous la connaissez, Vincent. Vous la connaissez, le chameau? Non. Le chameau, j'ai cru que c'était le chat. C'est Ah non, le intéressant. chameau. On va placer les mains au niveau du sacrum, les épaules en arrière, et vous allez commencer à pencher en arrière pour ouvrir le chakra du cœur. Voilà, si cette posture vous a paru facile, on fait l'option 2, c'est-à-dire qu'on va placer directement les mains sur les talons. Alors, on ouvre le cœur et on penche en arrière. Oh putain! Tu arrives, Marjo? Attendez, qu'est-ce que je suis censée faire? Ouais, Regarde, regarde. souffrir. Et on étire la gorge. Voilà, vraiment tout est relié ensemble, la gorge, le cœur, le sacrum. Et vous respirez pour laisser ouvrir, vous libérer. Très bien. Vous cassez pas, hein, surtout. Voilà, on se repose en posture de l'enfant. Vous placez les mains au niveau du sacrum. Au niveau du quoi? Et on se Le laisse sacrum. tomber vers l'avant. Le front vers le sol. Le Les front au bras sol. derrière. Voilà. Voilà. Et je place les mains au niveau du bas du dos. Très bien. Et si cette posture vous a paru encore très facile, on va aller un peu plus loin. En J'espère que plaçant Vincent On a perdu les Vincent talons qui au ne se sol. relève Oui. plus. On descend, on descend, on descend. Il est parti. Ouais, parfait. Très bien. Là, vous allez un peu plus bas. Vous touchez les gros orteils. Allez, Marjo. Là, on a tout étiré. Ah, je touche le sol là, moi. Voilà. On reçoit. On reçoit de l'univers. Et on Ah non, il relâche. faut garder les genoux tendus, en fait, je triche. Ah oui, oui, il faut rester Ah bah non, les mais j'y arrive fesses pas alors. en haut. Hein. On ne descend pas les fesses sur les talons. Ah ouais, mais bon, c'est pas clair. Hein. Il faut refaire plusieurs fois. Voilà, vous placez les mains au cœur et on se centre. Namasté, merci. Bah bravo, merci, merci Bravo. Marie-Rose. Merci à vous, merci Vincent, c'était magnifique. Super Vincent, on pourra faire des cours ensemble. Merci Je suis sur beaucoup, Zoom. Vincent, de t'être prêté au jeu. T'arrives à te relever? Ah oui, bah, regarde. C'est bon? Bon, bah Une écoute. décennie de dojo zen, ça se voit quand même. Bon, bah donc, on vous conseille, je remets la couverture du livre de Vincent, qui donc son recueil de nouvelles. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a dit un livre sur les plantes et le chamanisme, dont on a aussi parlé. Évidemment, n'oubliez pas le film en VR à regarder, si 1 heure, c'est Fan Club. Et moi, je vous remercie tous d'être venus et d'avoir participé. Vincent, merci beaucoup. On te souhaite Non, mais merci à tout le monde, c'était super. On espère que tu Merci, t'es bien merci. amusé. Merci pour tout ce que tu nous as appris sur la VR. Et puis, on espère bonne continuation à toi, et surtout pour le prix Goncourt des nouvelles. Ah bah ça Ouais, oui. on va Ça, c'est suivre. Hein. Et Ouais. puis, merci Stig, merci Marie-Rose, merci beaucoup Marjorie, merci Merci. Gia. À très bientôt. Ciao À tout le monde. bientôt. Ciao. Salut! Et donc, vous sur le chat, merci d'avoir participé, de nous avoir regardés. Turtle va être déçu car il n'aura pas entendu appeler les secours, je suis coincé. Non. On vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi, on parlera d'un autre sujet, c'est les documentaires. C'est un festival de films, de documentaires qui mentent. Et c'est vendredi là. Donc regardez, venez participer et posez vos questions à propos de ce festival. On parlera aussi de jeux vidéo et de pas mal d'autres choses. En attendant, si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner, bref, de nous aider à nous faire connaître. Bonne rediffusion, bonne journée et à vendredi. Ciao!